Bonjour. Aujourd'hui, un personnage particulièrement fascinant et certainement un des plus influents de tout l'Empire britannique au 19e siècle, magnat de la fourrure, financier habile, politicien fort impliqué dans la politique coloniale britannique, un homme donc qui a profondément forgé l'histoire canadienne alors que son nom est pratiquement inconnu, Edward Ellice. On peut certainement parler d'un empire tentaculaire pour décrire l'empire de Edward Ellice père. On le verra à tour sous l'angle de l'origine de sa fortune. On verra ensuite son rôle dans l'aristocratie Whig, la politique canadienne de Edward Ellice. On verra ensuite son rôle comme seigneur de Beauharnois, de même que son action lors de la rébellion patriote de 1838 en particulier, dans la région de Beauharnois. Et enfin, on essaiera de conclure à propos du type que représente Edward Ellice et comment à la fois il est représentatif et tout à fait unique dans l'histoire canadienne. Donc, la fortune des Ellice, elle trouve son origine dans la conquête de 1760. En fait, plus précisément, Alexander Ellice, donc le père, originaire de Glengarry en Écosse, qui fait partie de cet aéropage de marchands qui, au lendemain de la conquête de 1760, viennent s'installer dans l'ex-Nouvelle-France afin d'y occuper le fabuleux marché de la fourrure à destination de l'Europe. Au départ installé dans les 13 colonies, Alexander Ellice consacre toujours l'essentiel de sa fortune acquise dans le commerce des fourrures à acheter de nouvelles propriétés, plutôt que de se perdre dans le luxe fastueux que d'autres barons de la fourrure auront dilapidé dans des parties du Beaver Club et au sein de la Northwest Company. À sa mort, en 1805, il lègue sa fabuleuse fortune aux membres de sa famille, mais l'un d'eux seulement, son fils Edward, va faire fructifier l'entreprise familiale au point de lui donner des dimensions et une ampleur proprement impériale. Les opérations menées par Ellice se mesurent à l'échelle de l'Empire britannique du tournant du 19e siècle, qui réside surtout en Inde, l'immense colonie indienne qui va à l'époque de l'Afghanistan jusqu'à la Birmanie. Les opérations aussi sont particulièrement importantes dans les Antilles britanniques, mais clairement, la colonie canadienne est alors prépondérante et les marchands britanniques voient un riche potentiel à exploiter le commerce et fourrures hérité du régime français. D'ailleurs, une compagnie déjà très importante au 18e siècle, quand Ellice arrive, domine le territoire de ce qu'on va appeler les terres de Rupert. C'est la Hudson Bay Company, la compagnie de la baie d'Hudson, fondée par Radisson puis des groseilliers au 17e siècle, mais qui est aujourd'hui une compagnie à monopole qui exerce la justice et l'administration sur un gigantesque territoire qui va en gros du nord du Québec jusqu'au territoire du Nord-Ouest. Or, ce territoire-là, il est chaudement disputé entre plusieurs compagnies de fourrure. D'abord, Alexander puis Edward sont intimement mêlés aux opérations de traite. Ils vont eux-mêmes aller hiverner dans le Nord afin de surveiller leurs investissements. Parce que le commerce des fourrures est une opération extrêmement coûteuse et hasardeuse au niveau économique, puisqu'il faut parfois calculer 3 ans avant que les marchands de fourrure ne soient payés et rétribués pour les investissements qu'ils ont consentis dans les opérations de traite. Donc, cette fortune va permettre aux Ellice d'acquérir de gigantesques domaines, un hôtel particulier à Londres, une maison à Montréal, mais surtout un château à Glengarry en Écosse, tout près du patelin familial et historique des Ellice. Glencords Lodge est un magnifique manoir qui existe toujours d'ailleurs sur le bord d'un lac écossais et qui rappelle là, en quoi les Ellice sont tout compte fait assez caractéristiques de cette bourgeoisie qui s'enrichit à même les colonies, à même les ressources des colonies, mais qui souhaite de plus en plus acquérir des titres de noblesse, de plantureux domaines dans la mère patrie. Donc, après avoir vu les origines de la fortune de Edward Ellice, voyons à quel point il va intimement associer cette fortune à une carrière politique fort importante et marquante, notamment au sein de l'aristocratie Whig. Bon, avant d'aller plus loin, il faut quand même situer de quoi il s'agit. En Grande-Bretagne, à la fin du 18e siècle, il y a un événement qui s'appelle la Révolution américaine qui va profondément marquer les esprits et reconfigurer la carte politique. Vers 1800, on distingue ce qu'on appelle le Court Party, le parti de la cour ou le parti du roi. Mais il faut quand même nuancer cette expression, qu'on appelle communément les Tories, qui est une forme d'insulte qu'on leur attribue, mais est un nom finalement qu'ils finissent par s'arroger. Donc, les Tories, c'est par définition et historiquement le parti impérialiste.
donc hostile à la Révolution américaine, pro-commerce, pro-protectionnisme dans l'Empire, un protectionnisme qui profite à la fois à la classe des marchands, mais aussi aux membres de la noblesse qui profitent des colonies pour décrocher des emplois dans les colonies qu'on appelle aussi des sinécures, littéralement des emplois à ne rien faire, mais extrêmement lucratifs, qui permettent aux cadets notamment de familles nobles de se trouver des emplois à même l'Empire britannique et donc qui en deviennent dépendants. On retrouve aussi autour du parti ou du Court Party le haut clergé anglican. Notez, c'est l'Église officielle d'Angleterre, la religion du roi, qu'on oppose d'ailleurs aux non-conformistes qu'on va plutôt retrouver chez les Whigs. De la même manière, le Court Party est généralement hostile aux revendications issues des colonies. On pense par exemple aux patriotes. Pour cette raison, on voit l'affiliation qui va mener à la création de ce qu'on appelle le Parti conservateur, qui tire son origine effectivement du parti de ces Tories. Woodrow Ellis, lui, est davantage associé à ce qu'on va appeler le County Party, le parti de la campagne ou le parti de la gentry, en tout cas le parti de l'aristocratie. On y retrouve notamment les grands propriétaires terriens qui, eux, voient davantage leur intérêt dans le développement et la mise en valeur de l'agriculture anglaise, donc qui voient d'une certaine mesure avec défiance les produits coloniaux envahir le marché britannique qui menacent donc leur statut social. Tout naturellement, les Whigs ou le County Party vont être à l'origine de la révolution industrielle. Ce sont des gentlemen farmers qui investissent bientôt dans des mines de charbon ou de fer sur leurs propriétés, qui vont financer et parfois commanditer les premières installations industrielles et qui, pour cette raison-là, se retrouvent particulièrement dans les courants libéraux, plus audacieux, plus inventifs. Les Whigs vont être plus ouverts aux libertés coloniales parce qu'ils sont moins attachés aux bienfaits de l'Empire. Ils participent peu à la course aux emplois dans les colonies et on les retrouve moins présents dans ce qu'on appelle le capitalisme marchand. Ils vont prendre, à compter de 1850-60, le nom de Liberal Party. Or, Ellis fait bel et bien partie de cette coterie, à la fois au niveau idéologique, mais aussi très tôt au niveau familial. Par exemple, mère d'Edward Ellis n'est nulle autre que Anne Russell, la tante de Sir John Russell, qui va devenir plus tard premier ministre Whig de Grande-Bretagne. Il est bien connu dans l'histoire canadienne comme ministre de l'Intérieur à l'époque des rébellions. On lui doit notamment les fameuses résolutions Russell qui déclaraient hors la loi les revendications des patriotes. Ce réseau-là va lier également Sir John Russell à le fils d'Alexander, donc Edward. Petit entrefilet que j'ai trouvé dans le Spectator de mai 1839, la rubrique mondaine nous apprend que ce jour-là, Lord John Russell, en compagnie de son bon ami Edward Ellis, et que, malencontreusement, plutôt que de boire un verre de sherry, il a empoigné un verre de cure-dent. Et le but goulûment, il s'est retrouvé avec des cure-dents dans la bouche, il en a craché 5 ou 6. Bon, l'anecdote vaut ce qu'elle vaut, mais à tout le moins, lorsqu'on se permet de boire des cure-dents en compagnie de quelqu'un, on peut croire à tout le moins qu'il fait partie de son cercle d'amis. Effectivement, Edward Ellis, donc fils de Anne Russell et de Alexander Ellis, dès 1818, il est élu aux communes. Il va y demeurer député plus de 40 ans. C'est une formalité pour un Whig aussi influent, ministre des Finances, puis ministre de la Guerre, va lui-même s'allier à la grande famille Whig des Grey. Il épouse donc Anna Athen Grey, qui est ni plus ni moins que la sœur de Sir Charles Grey, second Earl of Grey, donc premier ministre de Grande-Bretagne à partir de 1830, un premier ministre Whig extrêmement influent et qui va notamment aussi s'allier à la famille, tiens donc, des Durham, parce que sa sœur, Louise Elizabeth Grey, va épouser John George Lambton, premier comte de Durham. Bon, situons Durham. Dans l'histoire canadienne, il est connu pour son fameux rapport raciste et assimilationniste. À l'échelle de l'Empire britannique, il est d'abord et avant tout un des membres les plus éminents de l'aristocratie Whig, associé à la branche réformiste, très associé aux missions diplomatiques de la Grande-Bretagne, le Grand Jeu, la Russie, la Perse, l'Inde et le Canada, dont il devient gouverneur général et chargé d'enquête au lendemain des rébellions de 1837-38. Comme on le voit, Edward Ellis est bien inséré au sein de l'aristocratie Whig et en mesure de jouer un rôle politique prépondérant. Il va notamment mettre cette influence-là à profit afin de mettre en œuvre une véritable politique canadienne.
Ellis a d'importants intérêts au Canada et de ce fait était dès le départ un soutien de l'union entre le Haut et le Bas-Canada. Dans son esprit, l'union des deux colonies permettrait de mettre en valeur sa seigneurie qui pour l'instant se retrouve un peu de manière excentrique dans le sud-ouest du Bas-Canada. En 1838, il fait nommer littéralement Lord Durham à la tête du Canada. Du fait de son influence, il va y associer son fils qui accompagne la délégation de Durham au Canada. En 1842, Edward Ellice est intimement lié à la signature d'un des traités les plus importants entre les États-Unis et la Grande-Bretagne au 19e siècle. Le traité Webster-Ashburton vise d'abord à régler de vieux contentieux territoriaux entre les deux puissances, notamment en ce qui a trait au bassin de la rivière Rouge qui se jette du côté du Manitoba. De la même manière, le contentieux à propos de la frontière ouest, celle qui délimite les bassins des fleuves Fraser et Columbia, où on a récemment découvert de l'or et qui sont des voies essentielles de la fameuse Oregon Trail menant au Pacifique. On pense également au fameux contentieux concernant la frontière nord du Maine, un État récemment tiré du Massachusetts que les Américains ambitionnent de repousser encore plus vers le nord. Tous ces contentieux-là se retrouvent réglés notamment à cause de la bienveillance de Edward Ellice, qui voit à assurer les intérêts tant britanniques qu'américains dans ce fameux traité. En tout cas, il aura permis jusqu'à nos jours une paix durable entre les deux États, mais également pavé la voie à la responsabilité ministérielle et à la Confédération canadienne de 1867. Ouf! Bien sûr, difficile de départager le rôle précis qu'a joué Ellice dans chacune de ces opérations-là, mais force est d'admettre qu'il se retrouve derrière chacune d'elles et chacune d'elles semble correspondre au programme tant économique et politique qu'il avait imaginé pour l'Amérique britannique. Au Québec, le nom de Edward Ellice est d'abord et avant tout associé à la seigneurie de Beauharnois, une région où son nom et ceux des membres de sa famille est largement présent dans notre toponymie. La seigneurie d'elle-même, là, est littéralement à cheval entre l'Ontario actuel et le Québec, si bien que sa mise en valeur implique notamment la construction de canaux et l'aménagement de la voie de transport, parce que si le fleuve Saint-Laurent y est important et remarquable, il est néanmoins très, très peu navigable dans ce segment-là. Entre Vaudreuil et Cornwall, notamment en Ontario, le fleuve Saint-Laurent perd pas moins de 25 mètres. On dirait, selon certains, que c'est littéralement une piste de rafting. Donc, impossible pour les bateaux de l'époque d'y naviguer. Il faut donc très tôt aménager des canaux. On en aménage de petits, à certains endroits partiellement périlleux, mais même là, ça ne suffit guère qu'à faire passer des canaux de fourrure. Pour aménager des voies permettant de faire passer de plus grosses embarcations, il va falloir littéralement creuser un vaste canal afin de permettre aux grands bateaux de pouvoir passer de la région de Montréal jusqu'au Grand Lac Ontario. Alors, ce premier canal-là est aménagé en 1843, puis en 1945. C'est clair que ça implique l'implication particulière de la famille Ellice. Ellice aménage la seigneurie, il fait construire des moulins, un manoir, des refuges, il finance la construction de couvents et même d'écoles, et il donne à la région des noms issus de sa famille, des membres de sa famille. Si les Ellice, tant Alexandre que Edward père que Edward Junior sont propriétaires de la seigneurie de Beauharnois pendant 3/4 de siècle, c'est néanmoins durant les rébellions de 1837-38 au Bas-Canada que leur nom va particulièrement ressortir. À la fois parce que il va se jouer des événements remarquables dans la région de Beauharnois, mais aussi par un accident de l'histoire, Edward Ellice fils se retrouve justement sur les terres de sa seigneurie au moment où les Patriotes entrent en action. La région de Beauharnois est une des plus agitées à l'époque, notamment en 1838, plus précisément du 4 au 11 novembre 1838, alors qu'un vaste soulèvement emporte non seulement le village de Beauharnois, mais également celui de Châteauguay, de Sainte-Martine, où les patriotes sont particulièrement nombreux. La mobilisation dans la région est complexifiée par le fait que la composition ethnique du comté ou de la seigneurie est complexe. On y retrouve un grand nombre de Canadiens français issus de la zone seigneuriale, en gros à Saint-Timothée, Beauharnois, Sainte-Martine, mais également des colons écossais que Ellice a fait venir, qui sont surtout installés plus au sud,
dans la région notamment de Georgetown, aujourd'hui Ormstown, de Huntingdon et de Hemmingford. C'est donc au niveau local un terreau propice à des affrontements interethniques qui vont déboucher sur une prise d'armes. Le 4 novembre 1838, des patriotes s'emparent du manoir Ellis, ainsi que dans la nuit du 3 au 4, d'un bateau à vapeur qui fait la liaison avec Montréal. Les chefs patriotes s'appellent là-bas François-Xavier Prieur, James Périgot et un bien connu, Thomas-Marie Chevalier de Lorimier. Ils vont notamment faire prisonnier Edward Ellis fils, qui se trouve alors à son manoir de Beauharnois, ainsi que sa jeune épouse, Catherine Jane, de même que Tina Balfour, la sœur de Jane Ellis. Tous trois sont faits prisonniers d'abord dans une grange, puis dans le cas d'Edward, transporté jusqu'à Châteauguay. L'opération de Beauharnois, pour spectaculaire, n'a pas fait de victimes et l'armée britannique est sur le terrain dès le 11 novembre afin de libérer les otages. Que fait au juste Edward Ellis fils à ce moment-là? C'est que Edward Ellis fait partie de la mission de Rame qui, à compter de mai 1838, est à pied d'œuvre au Bas-Canada afin d'enquêter sur les causes de la rébellion de 1837. Ellis était membre de la délégation et il était accompagné de sa jeune épouse. Catherine Jane, d'ailleurs, qui s'était vue expressément demander par son beau-père, Edward Ellis père, de tenir journal et de le tenir informé de la manœuvre. Donc, elle sert littéralement d'espionne pour son beau-père. Edward Ellis lui-même est loin d'avoir le talent de son père. Il est néanmoins issu de la fine fleur Whig, étudiant à Eton, dans les meilleures universités britanniques. Il est également secrétaire de Durham dès sa mission en Russie à l'âge de 22 ans. Il est député Whig jusqu'à sa mort à compter de 1835. Et après les événements de Beauharnois, qui vont apparemment beaucoup le marquer, l'impressionner, il décide de vendre la seigneurie dès 1839. Mais au terme d'un chassé-croisé juridique et financier dont je vous fais grâce, Edward Ellis va reprendre possession de la seigneurie quelques années plus tard, et ce n'est qu'en 1865 qu'il va s'en départir définitivement. Revenons brièvement sur cette femme fascinante, Catherine Jane, musicienne, peintre accomplie, qui tient journal et qui dessine des aquarelles dans son fameux journal, dont l'original est conservé aux Archives canadiennes, qui est prisonnière dans la première semaine de novembre 1838 et qui donc donne un compte-rendu assez émouvant de son passage. Elle peint notamment des aquarelles du manoir de sa sœur Tina qu'on voit ici en train de lire, et elle est notamment l'auteur d'une des plus célèbres illustrations, sans doute l'œuvre la plus importante des rébellions, en particulier parce que c'est la seule qu'on ait qui soit issue littéralement d'un témoin oculaire des troubles. Cette fameuse aquarelle de Jane Ellis représentant des patriotes qui assiègent son manoir le 4 novembre 1838. On y voit donc des patriotes va-nu-pieds, mal habillés, vêtus sommairement, qui n'ont aucune arme sérieuse, qui hissent plutôt des fourches et des faux. Hein? Ça rappelle la peur du peuple. Jane Ellis raconte elle-même que ça lui faisait penser à la Révolution française, la grande peur du peuple. À propos de la prise du manoir de Beauharnois et son arrestation par les patriotes, Jane Ellis écrit « Nous croyions que les rebelles arrivaient pour nous tuer. Et, serré dans les bras de Tina, je m'efforçais de reprendre mes esprits quand M. Parker se fraya un chemin dans la foule pour nous dire que nous n'avions plus rien à craindre. Il ne s'attendait plus à nous trouver vivantes. Nous regardâmes le village en flammes jusqu'à 4 heures. Une vision terrible, mais très belle. » Et donc, ces patriotes, elles, ne comprennent pas ce qui les anime. Les patriotes ne semblent pas savoir où ils vont eux-mêmes. Certains regardent à droite, d'autres à gauche, d'autres de face, avec un regard menaçant. Ce qui est sûr, c'est que cette œuvre traduit non pas une haine mutuelle, elle traduit d'abord et avant tout, et pour la postérité, une ignorance mutuelle profonde. Jane Ellis ne comprend pas, et dans son esprit de l'aristocrate anglais, elle se contente de traduire ce qu'elle perçoit comme étant des aborigènes, des autochtones, mus par des sentiments agressifs, mais qui lui sont totalement étrangers. En ce sens, il s'agit d'un témoignage absolument unique, poignant et très parlant de l'incompréhension mutuelle qui anime à cette époque anglophone et francophone.
Au terme de ce tour d'horizon de la carrière stupéfiante de Edward Ellis, tenons-nous-en à quelques conclusions. La première, c'est qu'il sut habilement mettre à profit son réseau politique afin de faire valoir ses intérêts financiers et commerciaux. Notre fusion de la Northwest et de la Hudson Bay Company, projet d'union de 1822, puis avec succès en 1840, obtention par les colonies du gouvernement responsable et la Confédération de 1867 qui venait parachever le rêve pan-canadien de Edward Ellis et qui venait conforter ses intérêts, notamment lorsqu'il vend la Hudson Bay Company et les terres de Rupert au gouvernement canadien, accumulant de ce fait une gigantesque fortune. Mentionnons aussi qu'il a pu orienter l'histoire canadienne dans une direction très particulière, celle du libéralisme Whig. En ce sens, le Canada aurait pu être très différent sans l'influence occulte de Edward Ellis. Edward Ellis est aussi celui qui a placé ses intérêts fonciers, notamment en titre de propriétaire de la seigneurie de Beauharnois, au cœur de sa stratégie commerciale nord-américaine. Encore aujourd'hui, la seigneurie de Beauharnois est au cœur de ce qu'on appelle la voie maritime du Saint-Laurent. Le canal de Beauharnois a fait l'objet d'investissements à hauteur de milliards de dollars au 20e siècle. On peut certainement attribuer à Edward Ellis et à un visionnaire qui avait très bien vu que sa possession de cette seigneurie et l'union, la fusion de l'Ontario et du Québec au 19e siècle allaient paver la voie à la mise en valeur de ce trait d'union entre les deux provinces. Disons enfin qu'au cœur de ce vaste dessein impérial, les patriotes de 1837-38 font désordre. Et on peut considérer que ce ne fut finalement qu'un accident de parcours dans la stratégie d'Edward Ellis. Un accident de parcours dont il se serait très clairement passé, notamment au vu du danger qu'il a fait courir sur la vie de son fils Edward Jr. et sur sa belle-fille qu'il aimait tant, Catherine Jane. Et surtout, qui allait à l'encontre de son rêve impérial d'un Canada britannique mais libéral. Le rêve patriote, républicain, aligné sur les États-Unis que caressaient les suivants de Louis-Joseph Papineau n'intéresse pas du tout Edward Ellis et dans la mesure de son pouvoir, il va s'y opposer à tout prix. Le Canada actuel lui doit en ce sens une fière chandelle. Merci.